Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de deck building sur FFTCG. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un deck qui n'est pas le mien à proprement dit, j'ai aidé à le construire, mais c'est pas moi qui le joue, c'est ma femme. Et c'est son deck préféré, c'est un monothère. Un monothère un peu spécial, c'est-à-dire qu'on va jouer un monothère contrôle. Qu'est-ce que c'est un monothère contrôle? C'est-à-dire qu'on va jouer beaucoup d'invocations pour gérer le terrain adverse. Ok. Qu'est-ce que c'est? Donc on va rentrer un peu plus en détail déjà avant de commencer à parler des cartes. Quelles sont les forces et les faiblesses de l'élémentaire? Alors, monothère, l'avantage c'est que nos avants sont en général très puissants, très résistants. On a des gros body, on a des effets extrêmement intéressants, mais nos avants coûtent cher. Donc c'est-à-dire que c'est pas un jeu qui va être très agressif. On va pas jouer 5 avants par tour, on va pas poser beaucoup d'avants qui coûtent peu cher, nos avants on va en poser 1 ou 2 par tour au grand maximum. Mais le but c'est que ces avants-là, c'est qu'un seul avant sur le terrain, ça peut gêner complètement la stratégie adverse. Donc on va se focaliser là-dessus. On va jouer sur du contrôle, c'est-à-dire que comme je dis, on va jouer avec des invocations. Les invocations terre ont toutes un seul but, c'est gérer les avants en face. Globalement, il y a quelques 2-3 petites exceptions, mais globalement c'est ça. Donc l'objectif de ce jeu monothère contrôle, c'est de poser nos avants, qu'ils restent le plus longtemps possible sur le terrain, c'est-à-dire qu'ils ne se fassent pas gérer. Et en même temps, grâce à ces avants-là, on va gérer les avants en face. C'est-à-dire qu'on va transformer le terrain adverse en no man's land pour pouvoir attaquer tranquillement avec notre avant ou nos 2 avants qu'on peut avoir. Voilà, donc globalement ça va être ça l'idée. Quelle est la deuxième force du monothère? C'est qu'on a des soutiens qui sont très forts. Je vais parler évidemment de Champ Toto, et de Civis Stellaire, des cartes qui sont vraiment excellentes, qui permettent de retourner une partie ou qui permettent de créer des avantages très rapidement dans la partie. Ce sont des soutiens, par contre, eux, coûtent cher aussi. Mais ils ont tous aussi des effets très intéressants. Donc on va voir des soutiens qui sont vraiment puissants, des avants, puissants, des invocations, qui gèrent les avants. Mais encore une fois, c'est un jeu lent. Il va falloir prendre le temps de se poser. Et si on n'a pas l'opportunité de le faire, ça risque d'être un peu compliqué. Donc voilà, ça c'est globalement le gameplay qu'on va jouer. Maintenant on va pouvoir rentrer un peu plus dans les détails. Les soutiens. Donc première chose qu'on va jouer, c'est qu'on va jouer un nombre de soutiens relativement important. C'est-à-dire c'est un jeu qui est lent, donc il nous faut des ressources pour pouvoir jouer nos cartes, donc on ne veut absolument pas être en rate de soutien. Donc on préfère en mettre un petit peu plus pour pouvoir avoir toujours au moins 3-4 soutiens sur le terrain. C'est extrêmement important, sinon on va avoir du mal à gérer tout ce qu'on veut. Donc on va commencer par jouer 2 moines opus 2. Alors, pourquoi 2 moines opus 2? C'est un soutien à 2, donc c'est un soutien qui coûte très peu cher, et qui a l'avantage, en le détruisant en payant 2, de donner 3000 de bravoure en avant. Ça peut défensivement c'est très fort, plus 3000 de force, mine de rien, c'est-à-dire que ça peut faire un gros bloqueur. Et offensivement c'est intéressant, parce qu'en plus de ça on donne la bravoure. Donc on peut attaquer et défendre en même temps. Donc un petit soutien à 2, qu'on peut jouer 2 fois sur le terrain vu que c'est une unité normale, et qui en plus peut se détruire si jamais j'ai besoin de faire de la place. Donc très bon soutien, qu'on va jouer en x2. On va ensuite jouer 2 Ketsight opus 6. Alors, pourquoi on va jouer Ketsight opus 6? C'est un soutien à 2, encore une fois, donc même si son effet ne va pas forcément nous servir toute la partie, c'est un soutien qui coûte pas cher, on peut le jouer rapidement, et son effet est relativement intéressant, même effet que Moine, pour 2 on va le détruire. On va choisir une invocation qui cible un de nos avants, et on va annuler son effet. Comme je vous ai dit, notre objectif c'est d'avoir un avant ou 2 qui va nous faire le café. Donc il faut que ces avants-là soient résistants, qu'ils restent sur le terrain le plus longtemps possible. Donc si on peut éviter de se manger les invocations, c'est très bien, et si jamais on ne voit jamais l'occasion de le faire, bah tant pis, c'est un soutien qui coûte 2, on n'aura pas fait grand chose. On va jouer ensuite un érudit. Alors, érudit, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un soutien à 2, encore une fois, on reste un soutien à 2, qui a l'effet de 2, on détruit, on va chercher une invocation terre dans la break zone, et on la joue dans notre main. Comme je dis, on va jouer un jeu contrôle, donc on va jouer beaucoup d'invocations. Et recycler une invocation, c'est toujours très fort. Voilà. On en joue juste un seul, parce qu'on n'a pas besoin d'en mettre 50 000. 5 soutiens à 2, c'est pas mal. Ensuite, on va jouer en x2, donc à nouveau graviton. Alors là, on passe sur un soutien à 3, donc un peu plus cher, mais qui a un intérêt très fort dans les monothères, surtout en invocation. Donc, quel est son intérêt? C'est que, à chaque fois qu'on va lancer une invocation terre, on va choisir un de nos avants, et il va gagner 2000 de force. Pourquoi c'est extrêmement intéressant? C'est que les invocations terre, comme vous verrez, elles vont cibler généralement, elles vont faire se battre 2 avants. Donc, si on peut avoir notre avant qui est toujours plus fort que l'autre, c'est extrêmement intéressant.
On en joue x2 parce qu'on a un moyen de le tutoriser, et que c'est un soutien qui ne se détruit pas. Donc on va essayer de ne pas avoir ça en main trop souvent. Ensuite, on joue monotaire, donc on va jouer 2 Enacros. Enacros, soutien très simple, les inventaires qu'on gros, il y a plus 1000 de force. On aura des gros avants de base, on va essayer de les renforcer au maximum, surtout que c'est passif. C'est très bien, pardon, le mettre en x3 parce que nos avants sont déjà suffisamment résistants, x2 pour qu'on les suffisamment souvent sur le terrain, et c'est tout. Ensuite, on va parler d'un excellent soutien, qu'on va jouer en x3 lui, qui est mineur. Alors, mineur, qu'est-ce que ça fait? Mineur, c'est un soutien à 4, qui dès qu'il va entrer sur le terrain, on va choisir un soutien dans le breakdown, et le remettre dans notre main. Non, on va recycler notre soutien. Pourquoi c'est très fort? Parce que ça me permet de rejouer des soutiens qu'on aurait envie de rejouer, ou tout simplement, en début de partie, défausser 2 cartes, je joue mon mineur, je récupère un des soutiens que j'ai défaussé, au final ça sera un soutien qui m'aura coûté 2. Voilà. Donc c'est très fort, et en plus il a un deuxième effet, c'est-à-dire qu'il peut se recycler encore une fois, on paye 2, on le détruit, on va choisir un avant dans notre break zone, et on le remet maintenant. C'est aussi l'un des gros avantages de la Terre, c'est qu'on va pouvoir recycler beaucoup notre break zone. On va essayer d'en profiter à fond, donc 3 mineurs, c'est excellent. Alors, on va jouer ensuite 2 Roban. Alors, Roban c'est un soutien à 4, en X-Burst. Dès qu'il rentre sur le terrain, on va choisir un avant contrôlé par l'adversaire et un avant qu'on contrôle. Et notre avant va infliger ses dégâts, sa force, à l'avant en face. C'est très fort, ça nous permet de gérer un avant sans se faire taper derrière. Et en plus, comme on vous dit, l'avantage de la Terre c'est des gros body, en général on va détruire l'avant complètement. Si ça tombe en X-Burst en plus, c'est rentable, l'ennemi ne peut même pas répondre par-dessus. C'est très fort. Roban c'est très fort. On joue x2 parce que c'est quand même un soutien 4 qui ne se détruit pas. Donc on reste calme, on n'en met que 2. Ensuite, on va jouer 2 Sibyl Stellaire. Alors, Sibyl Stellaire, pourquoi c'est fort? C'est un soutien à 5 qui a un X-Burst, qui fait ceci. Lorsqu'il rentre sur le terrain, on va chercher un personnage de catégorie FF11, autre que Sibyl Stellaire, et on met dans notre main. Pourquoi c'est fort? C'est pas de tutoriser pas mal de choses. Même s'il est forcément coincé dans du FF11, mais c'est pas un souci, parce que qu'est-ce qu'on a en FF11? On n'a pas grand-chose, certes, mais on a Graviton. Et Graviton, c'est un soutien qu'on veut avoir. Donc avec ce soutien-là, on peut jouer. Excusez-moi. On peut jouer en Graviton. On va aller chercher un Graviton pour le jouer plus tard. Deuxième effet, c'est un soutien en plus qui va se détruire. Lui, il se détruit sans même payer le coup, il faut juste le dueler. Et le mettre dans la prison. Qu'est-ce que ça va faire? Ça veut dire qu'on va pouvoir jouer gratuitement un avant de coup 6 ou moins sur le terrain. C'est extrêmement fort parce que ça nous permet de pallier un peu à notre problème de mana. Si je n'ai pas de mana, si j'ai dû utiliser tous mes mana pour faire autre chose, pour gérer un avant, pour jouer un soutien, je peux craquer ma Sibyl Stellaire et quand même jouer mon avant. Sauf que c'est un avant de coup 6 ou moins, pour jouer quand même de très gros avants dessus. Donc c'est très fort. Ensuite, on va jouer un Agido Maruge 2. Alors, c'est un soutien 5 qui ne se détruit pas, encore une fois. Mais lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire, dès qu'il est en soutien, choisit l'une des 2 actions. Donc c'est-à-dire qu'on aura toujours le choix entre ces actions-là, et les 2 choix vont être viables en fonction de la situation. Premier choix, c'est je vais choisir une invocation, et je vais le lancer sans payer le coup. Ça me permet pour 5 de jouer un soutien et une invocation. En même temps. Si on est vraiment mal barré, ou qu'on a besoin de taper vite, ça peut être très fort. Deuxième effet, c'est je choisis jusqu'à 2 invocations dans la zone, et je la mets dans la main. Effet de recyclage d'invocations, on joue un deck qui va jouer beaucoup sur ces invocations, donc on a envie de les récupérer. Voilà. Et le dernier soutien qu'on va jouer, c'est, évidemment, on joue terre, une Chant Toto. Chant Toto, c'est très simple, hein, la carte est extrêmement forte, c'est lorsqu'elle va entrer sur le terrain, on va retirer du jeu tous les avants sur le terrain. Ça remet à 0 complètement un avant, un board. Donc si on est mal barré, on la joue, et on peut commencer à revenir. C'est très fort, on la joue qu'une fois, parce que c'est quand même très situationnel, c'est-à-dire que c'est vraiment si on est derrière. Mais si on a besoin, c'est un avant FF11, donc on peut la tutoriser avec Sibyl Stellaire. C'est vraiment si on a besoin. Elle a un deuxième effet qui là ne nous intéressera pas du tout, mais vraiment pas du tout, c'est lorsqu'elle est sur le terrain, elle gagne tous les éléments autres que lumière et ténèbres. Donc c'est-à-dire qu'en plus, elle fera les CP de n'importe quelle couleur. On joue monoterre, c'est une carte terre, cet effet-là, on s'en fiche. Voilà, donc ça c'était les soutiens, maintenant on va pouvoir passer aux avants. Pour les avants, on va jouer donc des avants qui sont très solides. Notre objectif c'est qu'ils restent sur le terrain le plus longtemps possible, et qu'on puisse profiter au maximum des invocations qui vont être jouées après. Donc pour ce qu'on va jouer, c'est en x3, c'est un Dadaluma. Dadaluma c'est une carte excellentissime, pourquoi? Dès qu'on va le cibler, c'est une carte qu'on va être très difficile à gérer.
Donc pour 4-8000, ça reste un body tout à fait correct. Lorsqu'il est choisi pour une invocation une compétence de l'adversaire, on peut choisir un avant en face et lui faire 4000 points de dégâts. C'est-à-dire que s'il se fait cibler, on peut répondre. On répond automatiquement avec 4000 points de dégâts. 4000 points de dégâts, ça paraît pas beaucoup, mais c'est un avant qui est assez puissant, donc ça se trouve il va falloir le cibler plusieurs fois pour le détruire. Donc, on n'a pas envie de le cibler, on n'a pas envie de le gérer, et si on le gère pas, bah, il reste sur le terrain et ça reste toujours une carte à 8000. Deuxième effet, c'est lorsqu'il va recevoir des dégâts, on va choisir un avant en face, et on va lui faire 4000 points de dégâts. Et là, c'est le combo des deux compétences qui est vraiment très 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 fort. C'est-à-dire que si on veut lui faire des dégâts, on est obligé de le cibler, et en plus de lui faire des dégâts. Donc on va plus faire 8000 un avant en face. S'il se prend des dégâts en blast, c'est-à-dire un Valfort qui va taper tout le monde, on fait 4000 en réponse. S'il se fait cibler par du gel, on fait 4000 en réponse. À gérer, c'est une plaie, donc on va la jouer en x3, c'est indispensable, c'est une carte qui est excellentissime, faut en profiter. Deuxième carte excellente, on va jouer Wall en x2. Alors, Wall, pourquoi c'est excellent? Donc on reste dans le même body, 4-8000, ce qui est très correct, c'est-à-dire que c'est une carte qui est très puissante, qui est difficile à gérer en termes de force pure. Et lui, son effet, c'est qu'à chaque fois qu'on va entrer en battle phase, on va pouvoir choisir 2 actions parmi 4 suivantes. Donc c'est une carte qui est très polyvalente. Et vous allez voir que toutes les compétences sont toutes très intéressantes. Alors, première compétence, c'est, on va choisir un avant, il va gagner bravoure jusqu'à la fin du tour. C'est très fort offensivement et défensivement, ça nous permet d'attaquer avec un avant, et pouvoir défendre avec lui au même moment, au tour suivant. C'est un avant qu'on contrôle, donc ça peut être Wall ou n'importe qui d'autre. Très fort. Deuxième compétence, c'est on choisit un avant, il va gagner 2000 de force. Pourquoi c'est très fort aussi? Bah, si on a besoin d'un peu plus de force de frappe pour passer un gros ton, eh ben on peut le faire. Voilà. Donc ça fait par exemple passer Wall de 8000 à 10 000, rien qu'avec sa compétence. Très très fort. Troisième compétence, on va choisir un avant du lait, et on va lui faire 3000 points de dégâts. C'est un peu moins utilisé que les autres, mais c'est très fort. Pourquoi? Parce que ça nous permet de gérer peut-être un avant qui est du lait, qu'on aurait besoin de faire. S'il nous manque 1000 ou 2000 ou 3000 points de dégâts, on peut le faire gratuitement, juste en rentrant en battle phase, pour gérer cet avant-là. C'est très fort. Et enfin, la dernière, c'est la compétence que tout le monde retient, c'est on peut choisir qu'aucun avant ne peut être choisi par des ex-bursts, d'invocation ou de personnages ce tour-ci. C'est-à-dire que ça nous permet d'attaquer, et en plus de ça, si on a la malchance de se prendre un ex-burst dans la tête, eh ben il ne pourra même pas nous filer. Donc, on risque rien, on n'a aucune chance de se manger un ex-burst. C'est très fort. Voilà. Le fait, ce qui est très fort, c'est qu'on en choisit 2 sur les cartes. Donc pour des bravoures, pas d'ex-burst. 2000 pas d'ex-burst. 2000 bravoures. Voilà. Les combinaisons sont hallucinantes. On peut faire beaucoup trop de choses avec. Voilà. Wall, c'est très très fort. On va jouer 2 Guy au plus 1. Alors, Guy, qu'est-ce que c'est? Pour 4-8000, même body que les autres. C'est très fort. C'est un gros body. Il a bravoure de base, donc c'est une carte qui, offensivement et défensivement, va être intéressante. Mais ce qui est vraiment intéressant, sa deuxième compétence, c'est qu'il ne peut pas être duelé par les compétences ou invocations de l'adversaire. C'est-à-dire que si l'adversaire veut essayer de nous dueler, il pourra dueler tout le monde, sauf Guy. Pourquoi c'est très fort? Pourquoi on la joue? C'est parce que le match-up glace, ça peut être un match-up qui est assez compliqué. C'est-à-dire que s'il veut pas nous détruire nos avant, il peut nous les dueler, et au final, il ne sert à rien en défense. Donc il faut qu'on puisse pallier à ça. Guy, contre la glace, c'est excellent, on peut rien. La glace n'a quasiment aucun moyen de gérer Guy, à part la force brute. Et comme je vous ai dit, la force brute contre la terre, c'est globalement la terre qui va gagner. Donc, on la joue en x2 parce qu'elle n'a une tique que dans certains match-up, mais ça reste toujours un gros avant, qui est très utile. Ensuite, on va jouer 3 Terra L en lumière. Pourquoi on va jouer ça? Donc, pour 4-7000, donc là on est un peu en dessous, mais c'est pas une carte de terre, donc on peut comprendre. Et 7000 de force, ça reste toujours honorable. Pourquoi on la joue? Parce que sa première compétence, c'est, dès qu'on est sur le terrain, on va choisir une invocation de coup 5 ou moins, on va la chercher. On joue en deck invocation, donc on veut toujours avoir des invocations dans notre main. Cette carte-là nous permet d'avoir l'invocation qu'on veut au moment où on la veut. Elle a un S, donc on peut défausser une Terra, payer 2 et l'aduler. On va choisir un avant, on va lui faire 6000 points de dégâts. Et en plus de ça, on va choisir une invocation qu'on va aller chercher. Donc on va retutoriser tout en infligeant des petits dégâts. Soit on tue un avant qui est faible, avec 6000, soit on commence quelques dégâts sur un avant. Par exemple, un avant du lait. Imaginons, qu'est-ce qu'on peut imaginer? On va imaginer, je sais pas moi, un Cécile L de terre, qui est du lait, qui a 9000, il est du lait. Et je vais lui faire ça comme ça, faire 6000, et il suffit d'avoir roule sur le terrain,
et je fais, bah, je rentre en bas de phase, je fais 3000. Je vais tutoriser une invocation, et j'ai tué l'avant avec juste 2 cartes sur le terrain. Voilà. Terra dans deck invocation, c'est très fort, on va en profiter avant. Une autre carte qu'on va jouer, c'est Delita R de l'Opus 4. Alors, Delita R de l'Opus 4, qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Quand on va rentrer sur le terrain, on peut choisir un avant en face qui a un coup. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Et lorsqu'il est sur le terrain, je peux choisir un avant que je contrôle qui a le même coup que l'avant en face. Je peux le mettre dans la break zone. Et si je le fais, je détruis l'avant en face. C'est très fort, pourquoi? Parce que ça permet de gérer les avants qu'on ne pourrait pas gérer forcément autrement, à la perte d'un de nos avants, autre que Delita. Et ça, nous, ça peut être impactant, on a besoin de nos avants, mais on a aussi beaucoup de cartes, on a aussi les mineurs qui nous permettent de récupérer nos avants dans la break zone. Donc c'est intéressant, nous on peut recycler nos avants, l'adversaire pas forcément. Donc c'est une première compétence qui peut être utile, mais la raison pour laquelle on la joue, c'est surtout la deuxième. Alors la deuxième, c'est dès qu'il va être ciblé par les invocations des compétences, il va gagner 1000 de force. Pourquoi c'est fort? Parce que ce n'est pas que des compétences ou des invocations de l'adversaire, c'est pas n'importe quelle invocation, n'importe quelle compétence ou invocation. Exemple, je veux faire wall, je vais lui donner bravoure et 2000 de force, je l'ai ciblé 2 fois, donc il va gagner 2000 de force en plus. Donc on passe de 7000 à 11 000 bravoure, juste avec wall. Si je lance une invocation en plus par-dessus ça, et ben ça va être très fort. Imaginons que je vais lancer un Hécatonchir par exemple, qui va faire qu'on va infliger sa force à un autre avant, et inversement. Mais il suffit que j'ai Graviton sur le terrain, donc je lance une invocation terre, il va gagner 2000, donc je vais le cibler, donc il va gagner encore 1000 de force, et comme je l'ai ciblé avec l'Hécatonchir, il va gagner 1000 de force. Donc juste avec un Hécatonchir, je vais gagner 4000 de force. C'est un avant qui va être très difficile à arrêter si on lance les combos. On en joue qu'en x2, pas besoin de plus. On peut la recycler avec les mineurs, on peut recycler avec plein de choses, c'est une très bonne carte. On va rejouer aussi un autre Delita, mais pas le même cette fois-ci. On va jouer Delita L. Alors, pourquoi Delita L? Donc c'est un avant qui coûte 5, donc il coûte très cher, mais il a 9000 de force de base. Donc c'est fort. C'est-à-dire que c'est un gros ton. Et comme je vous ai dit, nous, nos avants, il faut qu'ils soient sur le terrain. Tout le temps, il faut qu'ils restent le plus longtemps possible sur le terrain. Et bah Delita, c'est comme Daluma, c'est un avant qu'on n'a pas envie de gérer. Pourquoi? C'est dès qu'on va choisir par une compétence d'un personnage, et ben en fait, on va détruire directement ce personnage. Exemple, je joue Genesis, bah, je vais le geler. Tu m'as ciblé avec ton Genesis, bah je te le détruis. Donc on n'a pas envie de le gérer avec un personnage parce qu'on va perdre nos personnages. Ce qui peut être très compliqué. Et enfin, si je choisis par une invocation de l'adversaire, on va infliger 1 point de dégâts à l'adversaire. Donc même avec une invocation, on n'a pas envie de le gérer. Donc c'est une carte qu'on va devoir passer par la force brute, encore une fois, mais quand on passe par la force brute, contre la terre, il va souvent être plus fort que nous. Donc il va falloir ruser, et voilà. Cette carte là sur le terrain, elle va y rester, et elle va être très géante pour l'adversaire. On la joue qu'une seule fois, pas en plus, parce que c'est une carte qui coûte cher, mais c'est une carte qui va être très géante pour l'adversaire. On va jouer une fois un Exécuteur Psychope. Donc pour 3-7000, on la joue qu'une une fois, pourquoi? Parce que son effet, c'est juste quand elle va rentrer sur le terrain, on va choisir un monstre de coût 2 ou moins, et on va le détruire. Pourquoi c'est fort? Ça va permettre de gérer des monstres qui pourraient être très gênants pour nous. Un Pampa dans un Pampaluma, dans un mono, contre un mono au monstre, on peut gérer pas mal de monstres. Voilà. Si on a besoin de gérer un monstre, c'est une carte qui est utile. Si on n'a pas besoin, bah c'est une carte 3-7000, ça reste tout à fait correct. On va jouer 2 Cécile H. Alors, Cécile H, c'est pour 3-7000. Donc c'est un avant qui a une force de frappe qui est tout à fait raisonnable. Et il va avoir un deuxième effet, c'est dès qu'on va se prendre un point de dégâts, on va choisir un avant, on va jouer 5000 points de dégâts. Donc pourquoi c'est fort? C'est-à-dire que si l'adversaire joue les petits avants, et ben on peut lui dire, bah vas-y, fais-moi tes points de dégâts, je vais gérer tes avants gratuitement. Il prend le risque en plus de se manger un X-Burst, il prend le risque de pas mal de choses. C'est une carte qui est, défensivement, c'est très fort. Elle se fait gérer assez facilement, mais au pire c'est pas grave, c'est une carte qui n'est pas si chère que ça pour la terre, c'est 3, c'est pas grave. On va jouer aussi dans le même optique, donc, de Noctis. Alors, Noctis, c'est globalement la même idée que Cécile, mis à part qu'il a quelques petits avantages en plus. Alors, premier avantage, c'est qu'il a un X-Burst, bon, qui ne servira quasiment jamais, mais qui peut sauver des parties, on sait jamais. Son X-Burst, c'est si jamais c'est notre 6ème point de dégâts qu'on reçoit, on peut choisir un avant, on le détruit. Donc c'est très fort, parce que si jamais Noctis tombe en X-Burst, on détruit un avant gratuitement.
Si on a Noctis sur le terrain et qu'on se prend un 6ème dégâts, on peut détruire un avant. Voilà. Plus la partie va avancer, plus Noctis va devoir se gérer vite parce qu'on n'a pas envie d'infliger des points de dégâts en face quand il y a Noctis. Pourquoi? Parce qu'il a un deuxième effet qui va être à peu près le penchant de Cécile H. C'est dès qu'on va choisir, dès qu'on se prend un point de dégâts, on va choisir Noctis et un avant contrôlé par l'adversaire, et ils vont s'infliger tous les deux leur force. Donc c'est un avantage, c'est que ça peut être, c'est globalement toujours plus que 5000 parce qu'il a 7000 de force, mais c'est un désavantage parce qu'il va aussi subir des dégâts. Donc si on n'est pas plus fort que l'adversaire, on risque de perdre notre Noctis en même temps. Il va falloir faire un peu attention à ça, mais c'est pour ça qu'il a une troisième compétence, qui coûte un peu cher, mais qui peut sauver la mise, c'est je paye 4, les prochains dégâts que vont recevoir Noctis vont être égaux à 0. Ça va nous permettre de détruire des avants qui ont la force que Noctis, tout en conservant notre propre Noctis. Voilà, donc c'est une carte, si en plus il y a un X-Burst qui tombe sur le dégât, on peut gérer 2, voire 3 avants si c'est le 6ème point de dégâts. Très bonne carte, on n'a pas envie de la gérer, il faut vite la gérer. Et enfin, dernière carte, on va jouer 2 Rydia, de l'opus 2. Pourquoi? C'est une carte qui va avoir son intérêt pour 3-7000, donc c'est une carte qui est peu chère. Et comme on joue en deck invocation, on va vite avoir son S très rentabilisé. Pourquoi? Normalement, les S, comment ça fonctionne, c'est qu'il faut défausser une carte du même nom pour pouvoir lancer sa compétence. Là, Rydia, sa compétence, c'est de base, c'est à la place de défausser une Rydia pour faire son spécial, je peux défausser une invocation terre. Voilà. Donc, comme j'ai joué beaucoup d'invocations dans ce deck-là, ça me permet de transformer une invocation qui n'est pas utile dans ma main à ce moment-là en un S qui peut l'être. Son S, parlons-en justement, qu'est-ce que c'est? C'est je vais le payer 3, je vais l'aduler, et faire 7000 points de dégâts à tous les avants non terre. Et là, ça devient fort. Parce que si l'adversaire ne joue pas terre en face, c'est 7000 points de dégâts à tout le monde. Et 7000 points de dégâts, croyez-moi, ça peut raser un board. Complètement. Ça peut vraiment raser un board. Hein. Des avants à 8000, on ne joue pas tous forcément. Et même si c'est pas le cas, bah, on fait des dégâts, on fait suffisamment de dégâts pour que nos petits avants passent, on puisse passer avec un petit avant, parce qu'il ne peut pas bloquer parce qu'il s'est déjà pris les dégâts. Voilà. Donc Rydia, c'est très fort dans ce deck-là. Si on joue la version ne joue pas terre, il faut toujours s'en méfier, parce qu'on peut très vite se manger plein de points de dégâts dans la tête. Voilà, on joue très peu d'avant. Hein, c'est pour ça qu'on va faire, il faut qu'ils tiennent sur le terrain le plus longtemps possible. C'est pour ça que nos avants, ils sont soit difficiles à gérer, soit ils ont beaucoup de body. Globalement, souvent même, ils ont les deux. Voilà. Donc, je vous parle d'invocation depuis le début de la vidéo. Maintenant, on va voir vraiment, donc, en détail, ce que sont les invocations qu'on va jouer. Alors, les invocations de terre, comme je vous dis, dans ce deck-là, c'est la majeure partie du deck. Donc, on va essayer faut toujours essayer de les rentabiliser au maximum. Donc, pour les invocations, on va parler de la meilleure invocation de terre, à mon sens, qui est à conquérir au plus 4. On va jouer en x3, évidemment. C'est une invocation qui coûte 2, donc c'est une invocation qui coûte très peu cher, et qui a un effet complètement fort. On va choisir 2 avants, un qu'on contrôle et un contrôlé par l'adversaire, et ils vont s'infliger mutuellement leur force. C'est comme s'ils se battaient entre eux. Pourquoi c'est excellent? Parce que nous on joue terre, donc nos avants ont un body très élevé. Donc en règle générale, on va pouvoir gérer des avants plus faibles que nous. Mais là où on va, comme je vous ai expliqué si vous vous rappelez les soutiens, on va jouer graviton. Donc juste en jouant, en payant 2, on va faire plus de 1000 de force en avant, et en même temps, ils vont s'afficher leur force. Donc ça nous permet de transformer nos avants qui allaient peut-être mourir tous les deux en même temps, à un avant qui est beaucoup plus puissant que celui en face, et qu'on va gérer. Rajouter à ça notre chief, c'est Dadaluma, on va pouvoir faire 4000 points de dégâts en plus. C'est une carte qui est excellente, elle gère beaucoup trop d'avant. Il va falloir la jouer en x3, c'est obligatoire. Deuxième Hécatonkir qu'on va jouer, en x2 cette fois-ci, c'est l'Hécatonkir au plus 1. Pourquoi il est très fort? Ben, il est très fort parce que pour 3, on choisit un soutien de coût 3 ou plus, et on va le détruire. Alors, un soutien de coût 3 ou plus, c'est à mon sens moins intéressant que l'archer, qui va faire 3 ou moins, mais ça permet de gérer des menaces assez chiantes. Tous les soutiens qui donnent plus 1000 de force, on gère. Maria, qui donne plus 1000 à tous les avants, on gère. On peut gérer des soutiens un peu plus puissants. On peut détruire un Roban, on peut détruire des civils stellaires, on peut détruire... Voilà, on peut détruire des dévots, on peut détruire pas mal de choses qui sont vraiment embêtantes en face. Et là, vous vous dites, on joue 5 Hécatonkir, pourquoi on ne joue pas Vanille au plus 1? Et ben là, la réponse est très simple, c'est, dans notre collection, on n'en a qu'une seule. Donc, une seule Vanille au plus 1,
mais il en faudrait au moins une de plus. On n'a pas une de plus. Si on en avait deux dans notre collection, on la jouerait, mais c'est pas le cas. Donc pour moi, on fait avec les moyens du bord, on joue comme ça. On va jouer ensuite en invocation. En x3, 3 Yojimbo. Ah, Yojimbo, c'est l'invocation de l'opus 7 qui est sortie. Qui est OK. Pourquoi? En gros, son effet, c'est faire un Hécatonkir. Avec l'effet supplémentaire, c'est de dégainer plus 1000 de force. Donc pour 2 de plus, on va faire un Hécatonkir qui donne plus 1000 de force. Encore une fois, on va gérer les avants en face, et on va se booster un petit peu plus. C'est correct. Là par contre où la carte devient très forte, c'est quand elle tombe en X-Burst. Parce que si elle tombe en X-Burst, les plus 1000 de force qui sont donnés vont passer à plus 3000. Et là tout de suite, nos avants deviennent extrêmement violents. Vous faites ça sur un Noctis par exemple. Vous prenez X-Burst, vous faites 6 blocs Noctis. Noctis passe à 10 000 de force. Vous allez infliger la force de Noctis sur Noctis et les deux avants, on s'inflige leur force. Voilà. Donc globalement à 10 000 de force, Noctis va gagner. Et en plus de ça, on a pris un dégât. Donc on va activer la compétence de Noctis. On va réinfliger leur force entre deux avants. On fait sur cette compétence-là, on va faire la troisième compétence de Noctis qui va être le prochain dégât qu'on prend sont à 0. Donc juste avec un Dex-Burst et une carte et un avant, on a pu gérer deux avants sur le terrain. Donc ça c'est l'idéal, je vous parle évidemment de situation idéale, mais voilà, c'est pour vous donner une idée que ça peut très vite partir. Voilà. Donc ça c'est toutes les invocations qu'on va jouer en plusieurs exemplaires. Ensuite on va jouer des invocations qui vont être un peu plus situationnelles que ça, un peu plus situationnelles, mais qu'on va jouer quand même. On va rester dans le même ordre d'idée, on va jouer un titan. Donc titan c'est pour 5, on va choisir un avant et un avant contrôlé par l'adversaire. Notre avant va gagner plus de 1000 de force et infliger sa force à l'avant d'en face. C'est dans le même ordre d'idée que Hécatonkir, Yojimbo et mais surtout Roban. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de 1000 de force et on va infliger juste nous-mêmes sa force à l'adversaire. On ne reçoit pas de dégâts en face. Ça nous permet de gérer des avants pénibles. Pourquoi on joue encore une fois 1 ? Parce que ça coûte 5. Ça coûte suffisamment cher pour qu'on n'ait pas envie de jouer tout le temps. Mais ça peut détruire des avants tout en sauvant les autres. Voilà. Et si ça tombe en X-Burst, c'est nickel. On va jouer ensuite un Carbuncle plus 2. Pourquoi un Carbuncle? C'est que son effet, c'est on va choisir une invocation qui cible un personnage qu'on contrôle, et on va annuler son effet. C'est un Ketsight soutien. Pourquoi on la joue? C'est que, comme je vous ai dit, on a que très peu d'avant, on veut qu'il reste sur le terrain le plus possible, donc on peut la jouer pour sauver nos avants. Pourquoi on ne jouerait pas un 3ème Ketsight? Et bien tout simplement parce que c'est une invocation. Quand on va pouvoir jouer ça, on va pouvoir faire gagner plus de 1000 de force à un avant, avec Graviton. Donc on peut bloquer, il nous lance une invocation pour gérer notre avant, on va dire non, tu ne lances pas ton invocation, et en plus ça donne 2000 de force. Donc on peut gagner un duel là-dessus. Ça peut être très fort. On va jouer un Carbuncle de l'opus 5. Pourquoi? C'est une carte à 2, donc c'est une invocation qui coûte pas cher. Et quel est son effet? C'est qu'on va choisir un avant, il va gagner plus de 1000 de force. Bon, pour 2000 de force, c'est pas extrêmement intéressant. Mais son deuxième effet qui est très intéressant, lui par contre, c'est si sa force est de 9000 ou moins, on remet Carbuncle dans notre main, au lieu de la mettre en break zone. Donc, ça nous permet de la relancer plusieurs fois. Et pourquoi c'est fort? Parce que je peux passer un de mes avants à 9000, et avec l'effet Graviton, je peux le faire passer encore plus fort. Certes. Mais Graviton ne dit pas choisissez un avant qui est ciblé par une invocation terre. C'est choisissez un avant, il gagne 2000 de force. Donc je peux très bien lancer ça sur un de mes avants, il va arriver à 9000 de force. Avec Graviton, je cible un autre avant, et je récupère Carbuncle en main. Voilà. Ça nous permet par exemple de booster deux avants d'un coup. Pour 2, c'est vraiment très fort, surtout en plus que si on la récupère en main, c'est une carte qu'on peut rejouer plusieurs fois, qu'on peut. Voilà. C'est un boost qui pour être utilisé plusieurs fois. C'est fort, mais on la joue qu'une fois, parce que c'est quand même assez situationnel. C'est pas une carte qui est là pour gérer les avants en face, c'est juste pour empêcher nos avants de mourir. Et enfin, dernière invocation qu'on va jouer, une cocatrice. Pourquoi? En fait, une invocation, c'est une invocation défensive. Ou offensive, mais c'est plutôt défensif. On choisit un avant, et il ne peut pas attaquer, ni bloquer ce tour-ci, et il ne reçoit pas de dégâts. Alors, pourquoi c'est très fort? C'est très fort parce que ça permet de bloquer, puis de lancer cocatrice. Notre avant est déjà bloqué, donc il ne peut pas bloquer, certes, mais il a déjà bloqué, donc c'est complètement valide. Et pourquoi c'est fort? C'est qu'on peut faire ça pour bloquer un avant qui peut être plus fort que nous. Exemple, il y a un avant à 10 000, j'ai un avant à 1000,
bah écoutez, je vais bloquer, je vais payer 1, et moi je prends pas de dégâts sourcils. Je t'ai infligé 8000, j'ai reçu 0 à la place. Donc il suffit d'un petit blast en plus pour gérer l'avant, ou tout simplement de ne pas se prendre le dégât. S'il a dû son avance, on peut sauver la partie. Voilà. Donc voilà, c'était les invocations qu'on va jouer. Maintenant, on va parler un peu des forces, faiblesses du deck et de différents match-ups. Au niveau du gameplay, donc comme vous avez pu voir, c'est un deck qui va avoir très peu d'avance sur le terrain. Pourquoi? Parce que déjà on n'en a pas beaucoup et que nos avants coûtent cher. Donc tout le deck a été pensé pour que nos avants survivent le plus longtemps possible. Ou s'ils survivent peu, on peut les récupérer avec mineur. Donc on va jouer comme ça. C'est un deck qui est très lent à jouer, qui est très lent à se mettre en place. Mais une fois qu'il est en place, il est très solide. Gérer les avants en face, c'est pénible. Il y a beaucoup d'avants qui sont très pénibles à gérer. C'est un deck ici qui va gérer tous les avants adverses. Globalement, même s'ils sont inciblables ou que ça. Il y a quelques avants qui ont des difficultés, mais globalement, on va pouvoir gérer n'importe quelle carte, que ce soit ton ou petite carte. Si on a besoin de gérer un avant, on doit en gérer plusieurs. On peut faire pas mal de choses différentes. On peut gérer beaucoup de choses. C'est ça la grosse force du deck. La grosse force du deck, c'est on gère le terrain et on a les avants résistants. Au niveau des faiblesses, c'est un deck qui est lent. Donc, si on n'arrive pas à gérer les avants adverses, on peut se faire submerger. Parce qu'on n'arrive pas à poser beaucoup d'avants. Le deuxième problème, c'est que vu que c'est lent, on n'a pas beaucoup d'avance sur le terrain, on ne tue pas vite. Donc, encore une fois, lent sur l'offensive. On est solide, c'est-à-dire qu'on on risque pas grand-chose, mais on va pas pouvoir terminer le match très rapidement. Plus la partie va avancer, plus ça peut être compliqué de continuer la partie, plus on peut donner à l'adversaire des chances de revenir. Non. Au niveau des match-ups, alors, il faut savoir que contre l'aggro, mine de rien, même si on a un deck lent, on a un deck qui est très avantagé contre l'aggro. Pourquoi? Parce que on s'en fiche de se prendre les dégâts, au final. C'est pas grave, on a quelques experts qui nous sauvent la vie. Nous, ce qu'on veut, c'est poser notre plan de jeu. Une fois que le plan de jeu est posé, l'aggro ne peut pas faire grand chose. Nos avants sont très résistants, donc il va être difficile pour lui de les gérer. Et nous, on va gérer tous les avants qui seront sur le terrain. Donc l'aggro, c'est le gros match-up du deck. On va gagner 90% de nos decks aggro, sauf si, évidemment, on sort des stratégies un peu cheesy, des Illua T1, voilà. On peut se faire avoir sur des hyper aggro, mais c'est assez rare. Contre les decks, maintenant, invocation. Par exemple, au vent, mon deck au vent que j'ai présenté par exemple, qui est dans cette archive-là, ça va dépendre. Ça va dépendre vraiment du deck. Pourquoi? Parce que nos avants, s'ils sont gérés, c'est compliqué. Mais on a des moyens pour éviter qu'ils se fassent gérer. Donc, si on a ces réponses à ce moment-là, le match-up il est gagnant 100%. Si on ne les a pas, ça peut devenir très vite compliqué. Donc il va falloir faire très attention. C'est un deck où il va falloir réfléchir toujours. Est-ce que je préfère jouer cet avant ou le garder en main pour pouvoir lancer une invocation supplémentaire? Il va falloir prendre son temps, il va falloir bien analyser, il va falloir bien réfléchir, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire des erreurs. C'est un deck qui est très punitif. On fait une erreur, on se fait très vite avoir derrière. Donc il faudra faire très attention. Contre Monovent. Alors, contre Monovent, on va avoir un match-up qui est plutôt positif. Pourquoi? Parce que nos avants sont relativement résistants. Monovent, pourquoi c'est fort? C'est que ça fait des blasts très vite, ça gère tout un terrain. Mais si on le force, s'il doit gaspiller toute sa main pour gérer une fois tout notre terrain, et on peut très bien revenir. Autre avantage, c'est qu'on a par exemple, contre Monovent, on a Dadaluma. Dadaluma, Monovent, il a un peu de mal à le gérer. Pourquoi? Parce qu'il va faire des petits blasts, petit à petit. Ou alors un Diablo. C'est-à-dire qu'il va devoir cibler. Voilà. C'est à faire des blasts petit à petit, et Dadaluma va pouvoir gérer son terrain comme ça. Donc Monovent, c'est un match-up qui, mine de rien, est assez avantageux pour nous. Monoglace, en face, ça peut être gênant. Pourquoi? Parce que il va pas détruire nos avants, mais il va les empêcher de faire leurs actions. Et ça, c'est gênant. Donc si on arrive à avoir un Guy, par exemple, qui est là spécialement pour contrer ce style de jeu-là, on va être avantagé. Contre Monoglace, ça va vraiment dépendre de la pioche et de ce qu'on pioche. Non. Je dirais que c'est 50-50 dans ces match-up-là. Le Mono-O, Mono-O qui se joue en spammant le board d'avant pour poser un gros Kagnazo derrière, le match-up il est pour lui. Pourquoi? Parce qu'il va avoir le même principe. Ces avants, on n'a pas envie de les gérer, ce sont des Vikings, ce sont des Layla, c'est des avants qui reviennent sur le terrain,
Ils vont avoir beaucoup d'effets, il a un cimetière une break zone qui est un peu sa deuxième main, hein. Il a beaucoup de cartes pour recycler. Et en plus de ça, il va piocher beaucoup. Donc c'est-à-dire que lui, peu importe ce qui va se passer, il va toujours avoir ce qu'il veut en main. Et donc mono-haut, bah, c'est compliqué parce que un femme frite, un Cuchulain, on n'a pas envie de gérer ses avants parce que ça va lui donner de l'avantage. Mais si on gère pas, on risque de se faire gérer ses avants. Voilà. Mono-haut, c'est vraiment pas un bon match-up pour Notaire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous auriez joué à la place, si le deck vous trouve intéressant ou pas. Je vous dis une bonne journée, puis à bientôt. Allez, ciao!